Guido Molinari, dans quel milieu avez-vous vu le jour? En fait, dans un milieu assez, on pourrait dire assez artiste, parce que mon père était musicien. Et alors ma mère, son père était, disons, statuaire. Alors c'était un milieu, disons, où l'art était discuté. En fait, il y avait un climat, en fait, certaines, c'est une certaine différence, en fait, vis-à-vis les gens du milieu dans lequel je vivais, en fait, des autres enfants, en fait. Ça sentait toujours un peu différent, surtout que ma mère parlait toujours de l'Italie, en fait, qu'elle avait connue un peu dans ses voyages, parce qu'elle était originaire d'ici du Canada, mais ses parents étaient d'Italie. Hein. Et votre père, lui? Mais mon père aussi était d'origine italienne et avait aussi beaucoup voyagé à l'étranger en tant que musicien. Et alors, il a toujours cette dimension de l'Europe et des voyages, on fait des discussions sur ces niveaux-là. Et c'est dans ce monde-là, donc, que vous avez pris conscience de l'existence, quoi, dès votre plus tendre enfance. C'est comme ça que ça se déroulait chez vous. Vous étiez doublement différent des autres quand vous étiez enfant parce que vous étiez dans une famille d'artistes, d'une part, j'imagine. Vous ne deviez pas être en majorité, les fils d'artistes à ce moment-là. Et puis aussi d'origine étrangère. Oui, en fait, d'origine étrangère, c'est une façon de parler, parce qu'évidemment, mes parents, évidemment, s'exprimaient en français toujours, et on vivait dans un milieu canadien-français. Mais c'était surtout, si on veut, qu'on partageait une tradition différente, dans le sens que, disons, pour nous, l'Italie, c'était quelque chose de tellement important. Et vous-même, quand vous êtes allé en Italie, justement, est-ce que vous vous sentiez près de la réalité italienne? Est-ce que vous vous sentiez plutôt nord-américain ou plutôt italien quand vous étiez là? Ben, en fait, pour moi, l'Italie, ce qui m'a frappé surtout, c'est la tradition. Les gens sont tellement traditionnels. Et on n'aura pas l'impression, quand on voit ce qui est produit sur le plan de l'automobile, en fait, sur le plan du design et tout ça, que ces gens sont tellement traditionnels. Sur le plan de la culture, c'est vraiment incroyable comment là-bas, la recherche, on veut, soit en peinture ou soit en musique, c'est le fait d'un très petit nombre, et comment la majorité des gens vivent encore sur des valeurs qui nous paraissent à nous autres vraiment dépassées. Donc, dans ce sens-là, vous êtes vraiment Canadien et Québécois. Je crois qu'être nord-américain, c'est ça. En fait, je crois que nos valeurs ici sont beaucoup plus actuelles et beaucoup plus renouvelées que l'Europe. L'Europe, c'est assez incroyable de voir à quel point les gens ne sont pas tellement touchés par ce qui se produit. Par exemple, les galeries, les musées, ça n'existe pas vraiment en Europe comme ça existe ici. Vous-même, quand vous étiez enfant, quand vous alliez à l'école, est-ce que vous vous sentiez différent à cause de tout ça, au milieu des autres? Et les autres, est-ce qu'ils vous percevaient comme étant Oui, un étranger, si on veut? Oui, mais il faut dire que j'ai été élevé pas loin d'ici d'ailleurs, dans un milieu très, disons, très ouvrier, c'est pauvre. Et évidemment, le simple fait que nos parents, disons, avaient peut-être un peu plus de culture et façon de s'exprimer et tout ça, ça nous différenciait tout de suite. Et le simple fait aussi que mon père, en fait, disons, gagnait sa vie d'une façon tellement différente en tant que musicien, que vraiment, c'était tout de suite un contexte très différent. Alors, t'entends parler toujours de sculpture et tout ça. Alors, je me suis intéressé d'elle, en fait, comme je dis, très jeune à la Renaissance, à tout ça, et à comprendre toutes ces techniques. Et est-ce qu'à ce moment-là, déjà, vous avez fait des tentatives de dessin ou de Ah oui, peinture? ben j'ai commencé à peindre vers à peu près 11 ans, 12 ans. 14 ans, j'ai commencé aux Beaux-Arts. À 14 ans? Oui, le soir. Oui. Alors, disons, c'est à peu près la formation en vue académique. Je l'ai pris entre 14 ans et 17 ans aux Beaux-Arts, le soir. Quand j'ai commencé à 17 ans d'aller aux Beaux-Arts le jour, j'ai trouvé que c'était la même chose que le soir, évidemment, et je ne voyais pas tellement l'intérêt de poursuivre dans un sens, on veut, du réalisme, et d'après les plâtres, et tout ça, je trouvais ça un peu ennuyeux. Et il faut dire aussi que dès l'âge de 17 ans, je voulais faire de la peinture, en fait, explorer, si on veut, la couleur et tout ça. Et c'était pas du tout le sens qu'avait l'École des Beaux-Arts en 50. À quel moment là, avez-vous l'impression que vraiment votre carrière de créateur a commencé? Ben, en fait, disons, quand que j'ai découvert les automatistes et que j'ai vraiment pu percevoir, disons, qu'il y avait un mouvement ici qui était structuré et qui faisait, si on veut, des expériences
qui me paraissait très intéressant. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? J'avais 17 ans. Alors, évidemment, pour moi, tout de suite, ce qui se posait, c'était d'évaluer ce mouvement-là, ce qui se produisait exactement, et, disons, de prendre contact avec les individus. Ce qui vous intéressait chez eux, c'était d'abord la recherche qu'ils faisaient. Oui, en fait, justement, c'était quelque chose d'authentique, de vraiment, si on veut, expérimental, et qui, pour moi, me paraissait, disons, très différent du circuit conventionnel que je connaissais beaucoup mieux. Et déjà à ce moment-là, vous vouliez vous-même faire des recherches afin de toujours essayer de vous exprimer de la façon la plus personnelle possible, j'imagine. Oui, mais en fait, disons que j'avais déjà, je peignais déjà, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous avez peint au début? Ah, ben, je faisais du portrait, je faisais de la nature morte, beaucoup de nature morte, et peu de paysages aussi. Il s'en est passé des choses depuis? Oui, mais il faut dire, par exemple, dès que j'ai connu les automatismes, pour moi, ça a été, si on veut, qu'est-ce qui m'a tout de suite frappé, c'était à quel point ça demeurait traditionnel tout de même. Pour moi, j'ai pas trouvé ça suffisamment radical. Alors, tout de suite, moi, je me suis mis à poser, si on veut, l'hypothèse de l'automatisme, pousser plus loin. Il faut que je vous explique, c'est que moi, j'avais déjà une certaine connaissance du mouvement Dada et surréaliste. Et je m'intéressais aussi, si on veut, à la poésie énormément. Alors moi, je trouvais que la notion d'automatisme, telle que posée par Breton, allait beaucoup plus loin que ce qu'on faisait ici, sur le plan strictement pictural. Mais est-ce que, par exemple, au moment du refus global, cette table rase qu'on a voulu faire là, de tout ce qui s'était fait avant, est-ce que ça vous a pas intéressé, vous, un jeune, justement, qui voulait faire de la recherche? Mais voyez-vous, la table rase de refus global, c'était, disons, c'est beaucoup plus sur le plan social que sur le plan strictement esthétique. Alors, évidemment, pour nous, c'est un peu comme, disons, la révolution culturelle actuellement. Les jeunes, par exemple, on dit aujourd'hui, sont dépassés de séparatisme. Ils s'en sont, disons, pratiquement à l'anarchisme. Alors, pour moi, disons, c'était que ça allait de soi, tout ce qui était posé dans le refus global, c'était publié. Et comme je disais tout à l'heure, que moi-même, je ne voulais pas faire disons, à l'École des beaux-arts pour faire de l'enseignement. Donc, c'était déjà une négation de certaines structures de la société. Vous étiez d'accord avec eux, mais vous ne vouliez pas nécessairement faire partie de leur chapelle, de leur groupe. Oui, mais en fait, disons, au contraire, je voulais bien faire partie de leur chapelle, mais disons, en apportant, si on veut, une note différente sur le plan pictural, parce que moi, je croyais que leur peinture était déjà trop axée sur la notion des valeurs. La notion vous savez, d'une espèce de notion de paysage. À l'intérieur de ça, un esprit non figuratif, un esprit où il n'y a pas de définition stricte de la forme, de la ressemblance, mais où la structure picturale reste figurative. Alors moi, je voulais faire une peinture, disons, qui était beaucoup plus proche du fauvisme, plus proche des expériences des abstraits, en fait, comme Kupka et tout ça. Surtout les fauves que j'admirais beaucoup. Alors je voulais vraiment une exploration de la couleur pure. Vous souvenez-vous quels étaient les critères de Borduas quand il jugeait un tableau? Oui, ben c'était ce qu'on appelle l'équilibre des valeurs. En fait, il fallait que chaque tâche se situe par rapport à une autre tâche et que la valeur ne soit pas trop forte pour faire que cette tâche-là se détache, si on veut, d'une position. En fait, disons, il y avait une fonction de position par rapport aux trois plans. Alors vous, quand vous avez fait vos premières œuvres en chambre noire, là, c'était pour lutter contre ça, évidemment. Oui, mais justement, mais pour moi, je voulais, disons, faire une peinture qui serait strictement gestuelle et qui serait basée que sur l'organisation inconsciente, parce que, disons motrice, neuromotrice, en fait, du geste d'appliquer la peinture, et sans aucun contrôle, surtout sur la couleur et surtout sur les tons. Évidemment, ça faisait une espèce d'art brut. Hein? C'était pas du tout de l'automatisme, par le fait même. Vous avez fait du dessin aussi à cette époque? Oui, à partir de 51, en fait, j'ai aussi commencé à dessiner énormément. D'ailleurs, cette idée de peine à noirceur m'est venue que j'écrivais la nuit, en fait, un peu plus ou moins à demi éveillé, et le matin, je ne pouvais pas me relire. Alors, je me suis dit, si je pouvais dessiner ou peindre de la même façon, c'est là que j'ai eu l'idée de peindre à la noirceur, en fait. En ne pouvant pas me relire, évidemment. Et là, j'ai vu que le texte que je voulais écrire, qui était si important, que je voulais l'écrire en pleine nuit, j'imaginais que je comprenais ce que j'écrivais, et j'ai vu que c'était seulement une forme plastique. En fait, c'était seulement un jeu de forme, en fait, qui en résultait, mais qui avait une intention, si on veut, de signification au début. Alors, dans le même contexte, j'ai fait des dessins automatiques qui, vers 53, commençaient à prendre la forme de tête.
C'est pour ça que ça nous donnait l'impression que c'était des dessins surréalistes. Oui, en Est-ce que fait, c'en était? en fait, surréaliste, par analogie, si on veut, avec Masson, par exemple. Parce qu'on y trouvait toujours un certain paysage quand même, un paysage intérieur souvent, mais un certain Oui, paysage. ces dessins-là, en fait, disons, reprenaient, si on veut, certaines notions de paysage, mais d'une façon très différente. Justement, c'est le paysage qui était, disons, qui posait une tête, en fait. Mais pendant ce temps-là, vos relations avec le groupe automatiste, est-ce qu'elles se détérioraient ou est-ce que... Ben, elle ne se détériorait pas parce que, justement, c'est qu'ils avaient une certaine largesse d'esprit. Et ils me considéraient comme un dada à l'intérieur du mouvement, en fait. Et évidemment, ils se disaient, ben, c'est pas de la peinture ce qu'il fait, mais c'est une espèce de négateur, en fait, qui posait la négation de leur système, de leur vue. Mais en fait, ils m'acceptaient tout de même parce que, en fait, ils respectaient, si on veut, mon choix. Et pour vous-même, à ce moment-là, quelles étaient les valeurs que vous défendiez? Quels étaient les principaux points sur lesquels vous insistiez entre deux parties d'échecs? Parce que vous jouiez beaucoup aux échecs. Ben, en fait, les valeurs, c'était nécessairement la libération du langage poétique, la libération, si on veut, de la couleur dans la peinture, et surtout, si on veut, une façon où l'artiste pourra vivre dans la société, en fait, en apportant justement un témoignage comme ça qui, qui est basé sur une réaction spontanée à la réalité, et où il n'y a aucune notion de gain, ou aucune notion aussi de lendemain. Par exemple, dans ce temps-là, je défendais la notion que l'extérieur d'une pièce n'existait pas. Je disais, quelqu'un de dire qu'il y a un monde extérieur, c'est se baser sur un certain nombre de valeurs traditionnelles. C'est de vouloir croire à des valeurs qui n'ont aucun fondement dans notre expérience actuelle. Alors, je disais aux gens, moi, quand je suis ici, je ne crois pas que le monde extérieur existe. Et moi, ce que je vous répondais, c'était quand vous êtes ici, vous savez qu'ici existe parce que vous y êtes, mais vous savez également que le monde extérieur y est parce que vous venez du monde extérieur et vous allez y retourner. Je posais justement que de vouloir conserver ce trajet, et de prétendre que ça pouvait continuer, tout ça, c'était un acte de foi qui, pour moi, demeurait justement le fondement de la tradition. Parce qu'on pouvait dire que scientifiquement, le monde extérieur pourrait se défaire, hein, notamment. Et on pourrait encore, disons, conserver, par exemple, tous les films qui sont venus après, disons que des cataclysmes atomiques, la vie est défaite ailleurs, mais elle continue quelque part, vous savez. Parce que théoriquement, on peut défendre, sur le plan strictement scientifique, quand en fait, c'est de vouloir croire à des valeurs, de vouloir croire que tout est englobé par d'autres valeurs et d'autres valeurs. Tandis que vous refusiez à croire ce qui n'était pas présent. C'est ça. Molinari, vous aimez encore parler de poésie. Vous écrivez des poèmes depuis très longtemps, depuis les Chouris et même avant les Chouris, je crois. Vous n'avez jamais publié de vos poèmes. Non, en fait, j'ai publié qu'un seul poème dans l'Autorité. C'était en 1955, je crois, vers la fin de l'Autorité. J'y étais. Oui, quand vous publiez aussi dans l'Autorité, Voyage en Russie, etc. C'est mes chroniques littéraires que vous faisiez là-dedans. Et après ça, je n'ai jamais pu publier. C'est que j'ai souvent fait des tentatives, de mettre un recueil ensemble avec des dessins et tout ça. Et à la dernière minute, j'ai arrêté parce que je ne croyais pas tellement de publier pour un public de 100 ou 50 personnes qui, au fond, ne s'intéressent qu'à la forme et non pas vraiment au contenu des poèmes. Vous avez une conception extrêmement spéciale de la poésie. Ben, en fait, pour moi, la poésie devrait exprimer vraiment la façon dont l'individu manipule le langage, mais d'une façon un peu inconsciente, où il ne tient pas compte vraiment de la partie pris de communiquer, ce qui, en fait, par le fait même, qui élimine toutes les règles syntaxiques, toutes les règles grammaticales. C'est-à-dire, vous, votre poésie, ce n'est pas une communication entre vous et un lecteur possible. Ça ne serait pas vraiment une communication parce que je ne respecterais pas justement les règles connues. L'acte de peindre, pour moi, est un acte qui est beaucoup plus structuré. Oui, extrêmement, oui, ça se voit. Évidemment. Et aussi, je veux, par exemple, justement, de donner au spectateur une chance de participer à un monde en devenir et à des lois que lui-même énonce, finalement. Il les perçoit, il en tient compte, et ça, alors, conditionne sa perception. Pouvez-vous concrétiser un peu? Bien, par exemple, des lois de séquence. Quand je fais un tableau avec le simple son de répéter une certaine série. Oui, je pense à vos damiers, là, par exemple.
Dans les damiers, c'est un peu plus complexe. Ça, si j'ai réintégré la notion d'horizontale, en fait, tous les paliers différents. En fait, Bon, alors, qu'est-ce que vous alliez dire? et moi, je le dis surtout dans les bandes verticales. Le simple fait d'avoir vraiment une série de 4 ou 5 couleurs qui est répétée. Quand l'individu se rend compte, ça prend un certain temps, de voir que c'est la même série qui est répétée, il a posé pour lui l'énonciation de la validité d'avoir simplement une série chromatique et qu'elle peut être répétée et que sa rencontre crée autre chose. Alors c'est lui-même, en fait, qui constitue, en fait, si on veut, la rhétorique de ce monde-là. Alors, par exemple, dans mes tableaux, quand j'ai en fait, exposé certaines structures que un certain nombre de gens ont admises, ont participé à ces structures-là, et quand j'apporte de nouvelles structures, il voit très bien que c'est par référence à d'autres structures que cela prend un sens. Alors, évidemment, je ne crois pas que sur le plan du langage, qu'on puisse faire la même chose, parce que c'est beaucoup plus complexe. Vous savez, en vous écoutant, j'entends des voix, là. J'entends des gens qui vous écoutent et qui se disent Molinari intellectualise trop la Oui, peinture. oui, on peut toujours dire ça, mais pour moi, vous savez, le fait d'intellectualiser, c'est de juxtaposer un plan verbal à un plan perceptif. Et moi, je suis convaincu que quand on regarde un de mes tableaux, on se rend compte de ces phénomènes-là, mais c'est peut-être qu'on n'a pas les mots pour les verbaliser. Mais évidemment qu'une bande rouge rencontre une bande jaune, ben, la rencontre est très différente d'un côté de la bande. Et quand elle rencontre la bande bleue, ben, en fait, c'est très différent Et encore. c'est ce jeu-là que l'œil du spectateur voit. C'est ça qui lui permet d'établir un rythme, d'établir justement qu'une certaine forme va avancer pour lui dans le moment privilégié de cette perception-là. Alors pour moi, justement, la perception picturale se fait dans une séquence de durée. Pour moi, il n'y a pas de différence, on veut, entre la peinture et la musique. Parce que pour moi, toute perception se fait dans le temps, dans la durée. Et qu'est-ce que je veux, moi, c'est d'organiser, si on veut, cette séquence de temps où le spectateur expérimente l'œuvre. Alors pour moi, j'appelle mon art un art de participation, parce que ce qui se produit dépend essentiellement de celui qui l'expérimente. Mais c'est peut-être pour ça qu'il faut apprendre à aller regarder vos tableaux. Est-ce que, d'après votre expérience, là, les gens ont de la difficulté à comprendre ce que vous voulez faire? Oui, en fait, il y a de la difficulté, c'est parce qu'ils s'arrêtent justement à l'énonciation. Ils s'arrêtent, si on veut, au plan strictement, si on veut, vulgaire, d'identifier. Le problème d'identification au lieu du problème de participation. Par exemple, si je dis celui-ci est un séparatiste ou celui-ci est un libéral, je ne vais pas communiquer avec son étiquette. Mais on va dire, parfois, c'est un séparatiste qui pourrait devenir libéral, un libéral qui pourrait devenir séparatiste. Ça arrive. Alors, évidemment, mais vous savez, l'étiquette ne fait pas l'homme. Ben, ici, c'est la même chose. On arrive dans une bande d'un tableau, ben, ce n'est pas une bande. En fait, c'est ça qui est le problème. Mais si on n'en s'en tient qu'à ça, en fait, à une image qui est anecdotique, si on veut, ben, on ne participe pas au tableau. Est-ce que vous prenez autant plaisir à peindre, à réaliser vos tableaux, qu'à penser à votre théorie de l'art? Non, mais pour moi, de peindre, c'est vraiment, si on veut, un besoin sensuel. Vous savez, d'expérimenter la couleur et d'expérimenter justement des structures assez complexes et de faire des choses, en fait, où on s'imaginerait que c'était plus possible. Par exemple, de s'exprimer pendant 10 ans avec ce qu'on appelle des bandes verticales, ben, je trouve ça vraiment amusant. C'est un challenge, et parce qu'on pensait que c'était toujours un cul-de-sac. Et moi, je peux prouver, en fait, qu'on peut toujours aller plus loin à l'intérieur de ça. Comme j'ai dit, par exemple, pour le critique du Time, qui a fait une interview sur moi, en fait, on n'a jamais reproché à Rubens de peindre des nus. Voyez-vous? Pourquoi qu'on me reprochait de peindre, vous savez, soit des carreaux, soit des bandes de couleurs? En fait, c'est infini comme le monde Mais de où Rubens. croyez-vous ça peut déboucher? Il nous semble quand même qu'il va falloir qu'il y ait une fin à cette recherche. Bien, premièrement, il n'y a pas de fin à la recherche elle-même. Ça déboucherait, selon moi, à la plus grande participation des masses dans cette forme d'art. Vous débouchez sur le social, au fond. Oui, bien, moi, par exemple, ça fait déjà 5 ans que je demande le salaire achat, au lieu d'avoir des bourses. Qu'on achète les tableaux. Et par le fait même, on assurait la diffusion, parce que les gouvernements achèteraient des tableaux de tous les artistes et seraient obligés de les diffuser. Non, moi, je crois que le grand défaut dans dans la forme en fait, d'exploitation de l'art actuel, c'est que l'art se fait un peu comme dans des bordels.
Vous savez, on va dans une galerie pour aller prendre une petite expérience de l'art, ou on va dans un musée où on passe supposément une expérience plus sophistiquée de l'art. Moi, je crois que l'art, justement, devrait être expérimenté partout. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, à Prisme, l'art dans le métro. Mais pourquoi pas avoir des galeries d'art dans le métro, où on met justement les tableaux qu'on fait dans le métro, que les gens puissent les voir, les expérimenter d'une façon spontanée et naturelle, et non pas d'aller dans un musée ou d'aller dans une galerie. Je crois que les galeries, les musées sont valables, mais comme ça devrait être comme les instituts de recherche. Comme dans les universités, on peut faire des recherches, comme dans les instituts, on peut faire des recherches. Alors, pour une recherche de pointe, on pourrait aller dans des galeries ou dans des musées, mais pour une forme d'expérimenter l'art, ça devrait être expérimenté par tout le monde. Pour vous, est-ce que ça a été très important, les succès que vous avez eus dans des grandes expositions internationales de peinture? Je pense à New York, à Guggenheim, je pense à la Biennale de Venise. Vous avez remporté des prix. Est-ce que ça a été très important, ça, pour vous? Bon, c'est toujours important de voir, en fait, qu'on reconnaît ce qu'on fait. Parce qu'ici, au Canada, tout de même, on n'est pas tellement reconnu. Vous savez. Et, par exemple, je n'ai qu'un petit tableau de 2 pieds sur 5 au Musée d'art contemporain. C'est incroyable, c'est un des plus beaux musées du monde. Alors, ils n'ont jamais pu acheter vraiment une de mes œuvres importantes. En fait, le Musée des Beaux-Arts, c'est la même chose. Alors, évidemment, je suis très mal représenté ici à Montréal, et les collectionneurs aussi ont toujours trouvé que je vendais beaucoup trop cher pour eux. Et pour moi, c'était la confirmation que ce que je faisais tout de même, ça peut valoir tenir le coup sur le plan international, et ça ne venait que confirmer ce que j'ai toujours pensé. Mais avez-vous l'impression que vous avez vraiment débouché sur le plan international? Bon, en fait, quand on gagne le 2e prix à la Biennale de Venise, là, je pense qu'on a débouché. Non, mais au plan pratique, là, est-ce que, Ben non, mais est-ce ça, que, comme vous dans vos dites, yeux, c'est un débouché? ben, c'est un débouché sur le plan strictement d'être reconnu. Pour moi, par exemple, ça ne m'intéresse pas d'exposer à Paris, d'exposer à Londres, d'exposer comme ça, parce que là, je trouve qu'on deviendrait vraiment un industriel de l'art. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire des expositions partout et on veut de devenir un producteur de tableaux. Non, mais êtes-vous vraiment sincère quand vous dites ça? Ben, essentiellement, ben, par exemple, prenez quand j'ai gagné ce prix-là à Venise, ben, j'aurais dû me lancer tout de suite à partir de ça et de faire une exposition à New York ou aussi de faire une exposition en Europe. Et plutôt que ça, j'ai arrêté de peindre pendant 4 ou 5 mois. Parce que qu'est-ce que ça vous enlèverait si la moitié des tableaux qui sont ici étaient actuellement dans des galeries à Londres, à Paris, à New York? Ah, ça enlève énormément. Parce que, voyez-vous, ce qui arrive, c'est quand vous avez des tableaux dans une galerie, qu'est-ce qu'ils ont dans la galerie? Ça représente pratiquement rien. Dès que vous en avez dans une galerie, vous les vendez toutes. Il faut toujours qu'il y ait un inventaire. Alors, un peintre qui a vraiment un marché international doit faire à peu près 200 tableaux par année. Et là, tout de suite, il tombe dans une forme d'industrie. Et moi, je ne crois pas qu'il fasse vraiment de la recherche. Il y a très peu de peintres très valables, d'ailleurs, qui font, qui sont très célèbres, en fait, qui vendent énormément. Vous avez vos opinions bien arrêtées, mais vous n'êtes pas un fanatique. Il y a des gens qui pourraient s'imaginer que vous êtes un fanatique. Non, moi, justement, je respecte le langage de chaque artiste. Par exemple, moi-même, j'ai une collection assez importante de tableaux où j'ai Harold Town avec McEwen, en fait, Barbeau, avec Tousignan, en fait. Je ne m'arrête pas, justement, à... Je ne crois pas que ma forme, à moi, c'est la seule valable. Je crois que ça correspond à ce que je suis et à un certain nombre si on veut, de critères sur le plan de la couleur, mais je crois que l'exploration d'un autre artiste, qui le prend par un autre bout, est aussi valable. Pour moi, l'œuvre ne se justifie pas à partir, si on veut, de son contenu théorique, mais vraiment à son contenu pratique, si on veut, de la réussite de l'œuvre, s'il y a vraiment réussite. Alors, ce n'est pas, je dis, une formule. C'est pour ça, par exemple, que je peux faire publier comme les permutations que j'ai publiées et dire aux gens, mais essayez d'en faire autant. Parce que je sais très bien que tout le monde peut le faire et tout le monde va donner sa juste valeur. Mais, vous savez, si quelqu'un là-dedans vraiment est génial, bien, ça va sortir tout simplement. Et pourquoi pas, en fait. Oui, mais est-ce que ça ne signifie pas également que vous vous êtes un peu assagi, disons? Bien, voici, c'est pas assagi, c'est que, comme je dis, j'ai imposé une certaine forme de peinture. Et parce que cette forme-là a été imposée, ça fait partie des normes ou des critères de la société à l'intérieur du monde plastique, du monde pictural. Bien, ça va de soi. Si on travaille pendant 15 ans comme un forcené, évidemment, on va avoir des résultats quelconques. Mais je crois que, comme vous dites, à la base de tout ce que vous dites, il y a des préjugés, énormément de préjugés. Et moi, par exemple, je participe aussi à l'Association des artistes professionnels du Québec. J'ai participé à Déclic. J'ai contesté Déclic justement parce qu'ils n'avaient pas mis dans le communiqué final le salaire achat.
Et justement, moi, salaire à charge, j'en ai pas de besoin. Vous savez, je voulais avoir que le gouvernement, le ministère des Affaires culturelles, donne une prime pour l'atelier. Que ce nombre d'ateliers soit qu'on puisse se louer des ateliers, pas s'en construire, ça c'est un mythe qui finira jamais, mais d'avoir une prime pour payer l'atelier. Mais ça, c'était pas dans le communiqué final, et c'est pour ça que j'avais discuté énormément. Alors, j'ai contesté des clics pour ça. Alors, les gens ont dit, ah, Molinari, il a pris la vedette. En fait, comme je vous dis, c'est tout à fait ridicule, mais je vous dis que moi, je m'intéresse aux problèmes des jeunes, mais à essayer de trouver, comme je vous disais tout à l'heure, des solutions pratiques, et non pas des solutions, si on veut, strictement idéologiques, ou qui est spécifique à certaines formes d'art. Je crois que tout artiste a besoin d'un atelier pour travailler. Et je crois que l'École des beaux-arts, avec 600 élèves, il ne peut pas sortir 600 professeurs tout de même. Il faut que ça débouche sur autre chose. Il faut aussi qu'on débouche sur une forme d'expérimentation, mais il faut surtout que le public fonctionne avec ça. Mais on voit très bien que le circuit des galeries et des musées, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut justement ouvrir la machine et faire justement que l'art soit intégré à la société. Mais pour moi, par exemple, quand j'ai demandé qu'on mette des œuvres d'art portatives dans le métro, plutôt que mettre des murales, mais moi, je trouve ça ridicule, de mettre des murales. Il y a beaucoup d'artistes qui, eux, vivent pour faire une murale et faire une chose qui s'identifie à l'architecture, une façon de durer aussi longtemps que l'architecture. Ils sont contre mes idées sur ce plan-là. Tandis que vous croyez qu'en l'exposant à la vue du grand public, le grand public s'en nourrira, l'acceptera. Ah, c'est sûr, ça. Parce que oui, la réaction, si on veut, c'est que le public réagit parce que c'est quelque chose qui est bourgeois, quelque chose qui est trop identifié à une certaine classe. Si on leur donne à eux, ils vont le consommer, comme le théâtre maintenant consommé la télévision. La musique est consommée beaucoup plus par les gens. Les disques, c'est incroyable, parce qu'on peut vendre de disques, en fait, de musique très valable. Et c'est terminé.